Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, vous connaissez la routine maintenant et de toute façon vous l'avez vu dans le titre, le récap de mes lectures de mai. Tout d'abord, vous allez voir que comparé à d'habitude, je tiens à préciser par rapport à moi, par rapport à ce que je lis d'habitude, je n'ai vraiment pas lu beaucoup. C'est pas du tout pour dire que j'ai pas lu beaucoup en général. Je parle par rapport à moi, par rapport à ce que moi je lis d'habitude. J'ai lu du coup 11 livres et je crois un peu plus de 3000 pages. Ce qui est 3 fois moins que ce que j'avais lu les 4 derniers mois. Au mois de mai, en fait, tout simplement, j'ai continué ma panne de lecture qui avait déjà commencé au mois d'avril. C'était pas tant que ça une panne de lecture, c'était plus une grosse rechute dans la dépression qui en fait que ça a pas affecté que la lecture en fait, ça a tout affecté dans ma vie et du coup forcément la lecture a aussi pris un gros coup parce que bah j'étais incapable de faire des choses et du coup bah la lecture y compris mais voilà, j'ai beaucoup moins lu que d'habitude et je l'ai aussi ressenti sur mon moral, etc. Honnêtement, la lecture, c'est quelque chose dans ma vie qui est très important pour moi. Donc je suis un peu dégoûtée d'avoir pas beaucoup lu et j'espère plus lire dans les prochains mois, vu que ce sera les vacances d'été, qu'il y aura plus... Mon cerveau sera plus occupé par les cours. Donc il y aura peut-être plus de place pour ça. Toujours est-il que même si j'ai pas énormément lu, j'ai quand même lu pas mal de livres qui m'ont beaucoup plu. Beaucoup de livres qui ont été des coups de cœur et qui m'ont m'ont amené un peu de bonne humeur dans cette passe difficile. Donc je vais vous les présenter aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là et on va tout de suite commencer. Il y a pas mal de livres qui venaient de la vidéo des livres que je voulais lire en mai, où j'ai laissé une roue faire ma pile à lire. Je ne les ai pas tous lus, je crois que j'en ai lu la moitié en fait. Je crois que j'en ai lu 5 qui appartenaient du coup à cette pile à lire, mais je ne sais plus. Honnêtement, il faudrait que je regarde. Notamment, ah si, oui, j'en ai eu 5. J'étais pas sûre que l'été où je suis devenue jolie en faisait partie. Bref, du coup, le premier livre dont je vais vous parler, c'est l'été où je suis devenue jolie, The Summer It's Pretty, je l'ai lu en anglais. Alors, j'ai été extrêmement déçue parce que j'avais plutôt bien aimé la série. En vrai, ce qui est rare pour moi parce que je déteste les triangles amoureux. Et du coup, j'avais peur justement de ne pas aimer le livre à cause du triangle amoureux. Il y a beaucoup moins le triangle amoureux dans The Summer It's Pretty, mais vraiment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présent. Et en fait, je trouve que les histoires d'amour en général sont beaucoup moins présentes avec Conrad, etc. Ça vient vraiment à la fin, alors que dans la série, ça fait partie entière du truc. Et j'ai pas du tout aimé The Summer It's Pretty. Je lui ai quand même donné 3 sur 5. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé les 3 points, mais j'ai pas du tout aimé parce que, en fait, clairement, c'est un livre où elle ne parle que de garçons et de ses relations amoureuses et de il faut que je fasse ça pour plaire aux garçons, il faut que je fasse ça pour plaire aux garçons, etc. Et en soi, ça peut être un choix, un livre comme ça. Mais dans les romances, habituellement, il y a des trucs à côté, il y a des trucs en parallèle. Là, il y avait quasi rien en parallèle. La fille passe vraiment ses 2-3 mois d'été dans une maison près de la mer, etc. à ne penser qu'aux garçons. Elle a 15 ans. Et bah déjà, j'ai pas aimé que ça parle que de ça. J'aime bien quand il y a des choses à côté. Mais en plus de ça, moi, en tant que personne de 16 ans qui est neurodivergente, donc qui... Et puis même avec tous mes troubles, etc., j'ai pas du tout cette vision-là. Et je sais qu'il y a plein de gens de 15-16 ans, etc., où il y a pas mal de place dans leur vie qui est occupée par leur vie amoureuse, etc. Et je critique pas du tout ça. C'est juste que moi, c'est pas du tout mon cas.
mon cerveau est pas du tout occupé par ça. Et du coup, ça m'a juste enfoncé le couteau dans le cœur de regarde comment tu devrais vivre ta vie adolescente et comment tu ne la vis pas. Et je me suis encore plus sentie en décalage et j'ai pas apprécié. Et j'ai pas apprécié le fait qu'elle ne pense qu'aux garçons. J'ai pas apprécié le fait que elle détermine en fait totalement sa valeur via les garçons en fait. Et ça, en soi, ça peut arriver dans la vie. Mais là, il n'y a pas du tout de remise en cause de ça et tout. Et c'est limite normal. Et je sais pas, ça m'a pas plu. Le prochain livre, du coup, qui était pareil dans la pile à lire, faite par Laroux, qui était une relecture d'un de mes livres préférés du collège, qui est Tout va bien, que j'ai encore une fois beaucoup aimé. Je me souvenais pas que c'était aussi court, par contre, c'est ça le bémol que je lui ai trouvé. Mais je vais quand même donner 4,5 sur 5, parce qu'en fait, le gros bémol que j'ai trouvé, c'est que c'était trop court et qu'il y avait certaines choses qui étaient trop survolées, on comprenait pas très bien sa vie avec son grand-père, etc. J'ai pas fait de résumé. En fait, c'est une femme, du coup, vient d'arriver à l'université. Donc là, c'est l'hiver et elle est seule dans le logement étudiant et elle attend en fait sa meilleure amie, ou plutôt son ancienne meilleure amie. Et en fait, on a sa vie là où elle est seule, etc. Elle parle à quasi personne dans son université. Là, elle se retrouve totalement seule parce que tout le monde est parti avec leur famille et elle a plus de famille. Et en parallèle, on a le retour dans le passé de l'été, du coup, avant qu'elle parte à l'université, où elle vivait avec son grand-père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé aussi avec cette amie qu'elle attend, qui s'appelle Mabel. Et du coup, on a toute l'explication de pourquoi elle s'est retrouvée seule, pourquoi elle craint autant cette visite en fait de Mabel, etc. Et c'est un livre que j'aime beaucoup, qui parle des relations perdues, de plein de choses. J'ai énormément aimé ce livre. Je l'ai autant apprécié que la première fois que je l'ai lu. Mais voilà, c'est un livre young adulte pour adolescents et j'en ai déjà parlé plein de fois, mais j'ai de plus en plus de mal avec ce type de livre parce que je trouve que tout est survolé et en fait c'est un livre de 250 pages, même de moins. Et en fait il pourrait largement faire 500 pages quoi. Il y a des choses qui mériteraient beaucoup plus d'approfondissement ou ce serait pas en trop. Et voilà, c'est le regret que j'ai, mais ça c'est un peu à chaque fois que je lis du young adulte. C'est pour ça que j'ai pas baissé la note à cause de ça, mais voilà. Bon, ensuite j'ai lu des livres qui étaient pour les cours, donc je vais pas spécialement en parler. Et ensuite j'ai lu un livre que m'avait conseillé ma psychologue, donc voilà, qui parle notamment des addictions, de la peur de disparaître, de la peur du vide, etc. Et il y a énormément de choses dans lesquelles je me suis beaucoup reconnue. Ça s'appelle l'incapacité d'être seule d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit. Mais voilà, je me suis énormément reconnue dans ce livre, dans beaucoup de choses qu'elle a décrites. Après, il n'y a pas forcément de solution tant que ça. Donc voilà, il aide à prendre conscience de certains comportements, etc. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parties psycho où j'ai beau être très intéressée par la psychologie, j'ai pas tout lu parce que c'était tout simplement pas ce que je recherchais en prenant ce livre. Du coup, j'ai sauté pas mal de parties et j'ai vraiment lu les parties sur ce qui m'intéressait. Donc, il faudra que je le reprenne parce qu'il y a aussi un chapitre sur les relations toxiques. Enfin, il y a plein de trucs très intéressants, pas mal que j'ai survolé. Mais voilà, je l'ai trouvé très intéressant et très pertinent si vous êtes au potentiel, hypersensible, si vous avez des addictions. Je rappelle que les troubles alimentaires comptent dans les addictions. Ou si vous connaissez un proche, un enfant, etc. qui en est touché. Je l'ai trouvé plutôt intéressant. Écoute, 8,80 €. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon investissement. Ensuite, j'ai lu le livre qui m'a fait renouer en fait avec les romances parce que j'avais de plus en plus de mal avec les romances et l'été où je suis devenue jolie n'a pas aidé à renouer avec les romances.
Mais alors celui-là, ce Dead Romantics, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai mis 4 sur 5 ou 4,5, je sais plus. C'est une romance qui est certes censée être cliché, mais en fait, elle est... Enfin, c'est une romance cliché, mais ce qu'il y a autour, en fait, prend tellement de place et tout que c'est juste incroyable. C'est en fait une femme qui depuis toute petite peut voir les personnes qui sont mortes. Alors elle peut pas vraiment voir les personnes qui sont mortes, elle voit en fait des gens qui ont une dernière quête entre guillemets à accomplir sur Terre et du coup elle est censée les aider à accomplir cette quête-là. Et il s'avère qu'elle est aussi une autrice fantôme pour une autrice très 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 connue. Et du coup, elle doit bientôt rendre un roman du coup pour cette autrice pour laquelle elle écrit. Sauf que elle a totalement perdu en fait foi en l'amour par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a un an que je ne vais pas vous dire. Mais voilà, du coup, elle se retrouve bloquée. Elle doit écrire cette dernière scène pour pouvoir rendre son manuscrit, sauf qu'elle n'a plus foi en l'amour. Et elle reçoit un petit appel de sa mère qui lui dit que son père est mort. Super. Du coup, elle va rentrer. Elle va devoir aider à organiser l'enterrement de son père, etc. Parce que sa mère tient... Enfin, c'est sa famille en fait. Tient une chambre funèbre. Je pense que c'est ça en français. Enfin, genre, c'est ce qui organise les enterrements, etc. Et voilà, du coup, elle a ça en parallèle. Et pour couronner le tout, parce que c'est, vous vous dites, mais où est la romance, voilà. Elle va en fait, quand elle va rentrer pour gérer l'enterrement de son père, va y avoir son éditeur, du coup, qui va toquer à sa porte, sauf que évidemment, c'est le fantôme de son éditeur. Pourquoi il est là, etc. À vous de le voir. J'ai deviné dès le départ, voilà, j'espère que vous ne devinerez pas dès le départ, mais je trouvais ça assez cramé, perso, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai énormément aimé ce livre parce qu'il y a toute la dimension de la mort, mais qui est pas traitée d'un point de vue triste, même si évidemment elle a perdu son père, donc elle passe quand même par certaines phases du deuil. Mais en fait, la mort est traitée d'une tellement belle façon et pas forcément comme quelque chose de négatif. Par exemple, l'enterrement de son père, bah, il va au final être rendu joyeux avec de la danse et tout. Et moi, j'ai trouvé ça super beau parce que je suis le type de personne à penser que pendant les enterrements, on ne devrait pas tous être tristes, etc. Mais au contraire, célébrer la vie. Et voilà, du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a toute cette dimension-là. Et en fait, la romance prend pas énormément de place, mais quand même assez pour que ce soit une romance. Il y a de l'humour, il y a de la joie, il y a plein de choses. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment. C'était un coup de cœur, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un autre livre que j'ai absolument adoré, mais évidemment, parce que c'est par Casey McQuiston, mon amour. Non, je suis pas du tout une drama queen, mais c'est l'autrice de Red, White and Royal Blue que j'avais absolument adoré. Et One Last Stop, j'ai encore une fois adoré. Ces livres sont incroyables. On a de la romance, mais qui pareil prend pas toute la place. On a une diversité, mais une diversité mais absolument incroyable. Et ce qui est incroyable dans la diversité, c'est que ce n'est pas traité comme oh je suis gay. Du coup, toute l'histoire va être à propos du fait que je suis gay et je vais subir de l'homophobie et toute ma vie tourne autour du fait que je suis gay parce qu'il faut bien montrer que je montre la diversité. Voilà, hein, on va pas se cacher qu'il y a beaucoup de livres comme ça et Casey McQuiston ne traite pas du tout les sujets comme ça et les personnages, oui, il y en a qui sont non-binaires, il y en a... Non, il n'y a pas de personnage non-binaire. Il y a un personnage trans. Il y a une seule fois, à un moment donné, à une phrase où on comprend qu'il est trans et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas plus. Il y a des personnages gays, des personnages lesbiens, des personnages bi, tout. Mais ils vivent juste. Ils sont juste vivants et ils s'avèrent qu'ils sont ça. Mais ça reste des humains
où leur trait de caractère n'est pas seulement le fait de faire partie de la communauté LGBT. Et ça, j'adore. J'adore quand les personnages sont juste LGBT sans que ce soit un trait de caractère. Et qu'on les autorise à vivre sans vivre de l'homophobie, sans que toute l'histoire soit autour du fait qu'ils soient LGBT. J'aime beaucoup ça. Laissez-nous vivre en paix. Merci. Bref. Et j'adore ces livres de Casey McQuiston. Il y a de l'humour, il y a de la bonne humeur, il y a de la joie. Il y a là beaucoup le trope de found family. Et le trope de found family, vraiment, il est incroyable. Il est incroyable. Je le veux partout. J'en ai rien à foutre. Mettez-le moi à toutes les sauces partout. J'achète. J'achète. C'est incroyable, la found family. Et la found family, en plus, aussi, ils sont tous barjots. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. En plus, c'est à New York. J'adore les histoires qui se passent à New York. Bref, j'ai adoré One Last Stop. Mon avis n'a aucun sens, mais achetez-le, lisez-le. Créez un hôtel pour Casey McQuiston parce que clairement, c'est incroyable. Il faut encore que j'achète... Bookist, Shara, quelque chose. Je sais plus, c'est Shara. Je sais que c'est Shara. Mais bref, le troisième qu'elle a écrit. Parce que j'adore ces livres. Ils sont absolument incroyables. Je conseille fortement. J'ai le seum parce que celui-là, il a pris l'eau. Mais incroyable. Je conseille ces livres incroyables. On arrive sur la petite déception. Enfin, non, c'est pas une déception parce que je le savais. Vous le savez ou pas, mais j'adore Taylor Jenkins Reid. Sauf que Taylor Jenkins Reid a eu deux phases d'écriture. En fait, elle a eu une première phase où elle a écrit des romances, tout simplement. C'est le cas de After I Do, c'est le cas de Forever Interrupted, c'est le cas de One True Loves. Ça, c'est que des livres dans sa première phase. Sa deuxième phase, et c'est cette phase-là que j'aime chez elle, c'est la phase sur les célébrités avec The Seven Husbands of Evelyn Hugo, Malibu Rising, Carrie Soto is Back et Daisy Jones and the Six. Ça, c'est sa deuxième phase qu'elle a malheureusement terminée. J'espère que sa troisième phase va être à la hauteur parce que j'ai adoré sa deuxième phase. Mais sa première phase... Ah, ah ben c'était clairement merdique, hein. Heureusement qu'elle s'est améliorée pour le reste. Parce que là, j'aime pas cette phase-là. After I Do. C'était une idée pas mal. Un couple qui n'arrive plus du tout à se supporter et qui décide de prendre une pause d'un an sans parler, sans rien, sans vivre au même endroit évidemment du coup, pour voir en fait, pour voir ce qui ne marchait plus dans leur relation, est-ce qu'au final ils veulent vraiment rester ensemble, etc. Et en fait, l'histoire est pas mal. Le problème, c'est que quoi? Ah bah le problème, c'est que c'est 330 pages où on ne parle que de mariage. Une personne doit se marier, une personne doit avoir des enfants. Si tu divorces ou quoi que ce soit, c'est que tu as raté ton mariage. Le mariage, ce n'est pas fait pour être heureux. C'est une question d'engagement. Donc peu importe si tu es heureux ou pas pendant ton mariage, c'est un engagement, donc tu dois y rester. Voilà. 330 pages de ça, de tout le monde qui dit à tout le monde qu'il faut se marier, qu'il faut avoir des enfants, que nanana, ah mais rassure-moi, tu vas y retourner hein, avec ton homme, etc. Bah oui, parce qu'évidemment, une femme n'a pas de valeur si elle n'est pas mariée à un homme. Bah oui, bah enfin au 21e siècle, faut pas en attendre autant. Donc après, je sais que Taylor Jenkins Reid est américaine et que c'était genre du style 2014. Donc bon, le fait qu'elle soit américaine, on lui pardonne un peu, hein, mais quand même, là c'était saoulant. J'aime bien l'écriture de Taylor Jenkins Reid, etc. Et heureusement, mais là vraiment, ça m'a saoulée à un point pas possible, mais vraiment, moi personnellement, je veux pas me marier, je veux pas d'enfants et je déteste cette pression de se marier.
Je suis pas forcément d'accord avec le mariage, etc. Voilà. Après, j'ai que 16 ans, hein, j'ai encore rien vécu, vous allez me dire, mais quand même, je pense que au XXIe siècle, on a encore la liberté de ne pas se marier, on a encore la liberté de, même si on est marié, ne pas vouloir d'enfants, on a encore la liberté de vouloir être heureux pendant son mariage et que si on n'est pas heureux, quitter le mariage. Voilà, ça m'a beaucoup saoulée en fait, parce que c'est des trucs qui sont jamais remis en question dans le livre et qui sont juste pris pour acquis, qu'une personne doit se marier, qu'une fois qu'elle est mariée, elle doit avoir des enfants. Voilà, ça m'a saoulée. Et autre truc qui m'a saoulée en fait, c'est quand une catastrophe familiale, quelque chose d'absolument horrible, est utilisé comme un moyen en fait de faire bouger les choses dans l'histoire. Voilà, je vais pas spoiler quoi, mais à la fin de l'histoire, il arrive quelque chose qui est le dernier truc qui fait bouger l'histoire. Et c'est quelque chose d'absolument horrible dont on ne reparle plus. C'est bon, le problème a été réglé. Du coup, la catastrophe familiale, on oublie. Voilà, j'ai pas trop aimé. Je crois que je lui ai quand même mis genre 2,5 ou 3. Hein. Je vais pas non plus donner une note dégueu parce que c'était pas non plus ignoble. Mais cette partie sur le mariage vraiment m'a pas du tout plu. J'ai pas du tout apprécié. Et du coup, dernier livre dont je vais vous parler parce que je suis en train de lire là où les écrevisses chantaient, Where the Crowded Thing. Bref, donc voilà, vu que je suis en train de le lire, je peux pas vous en parler. Et du coup, je vais vous parler de La vie invisible d'Adi Larue que j'ai fini dimanche ou lundi, on s'en fout, que j'ai absolument adoré, j'ai adoré. C'est une fiction un peu contemporaine, c'est pas du tout une romance en fait. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient dire que c'est une romance, mais les gars, c'est pas parce qu'il y a 2 pages de romance que un livre devient une romance. Pour moi, c'est de la fiction contemporaine avec un subplot, je sais pas comment on dit en français, de romance. Mais la romance, c'est pas du tout principal. On suit donc Adi Larue qui, il y a 300 ans, a fait un pacte avec le diable, enfin qui n'est pas dit comme le diable, en fait c'est l'ombre, c'est les dieux qui répondent pendant la nuit. Et elle a fait un pacte pour pouvoir vivre librement et autant de temps qu'elle le veut. Sauf qu'en fait, le pacte avec le diable, évidemment, il y a forcément une couille quelque part, parce que le but du diable, c'est de récupérer son âme. Donc, évidemment, si elle a la vie infinie, il faut faire en sorte qu'elle abandonne son âme à un moment donné. Donc, il veut lui pourrir la vie. Et comment il va faire ça? Eh ben, elle se fait oublier. Voilà, mais vraiment, dès qu'elle sort de quelque part, elle peut y re-rentrer. La personne va avoir oublié qu'elle l'a déjà vu, quoi. Parce que c'est ce qui permet de vivre sa vie librement. Voilà, hein, si vous faites un pacte avec le diable, pensez aux mots choisis, c'est très important. Bref, et du coup, elle vit 300 ans comme ça. On a beaucoup de retours dans le passé, du coup, de sa vie au fur et à mesure, etc. Et on a sa vie en 2014. Du coup, ce livre a été écrit en 2020. Je sais, j'ai pas compris pourquoi ça s'arrêtait en 2015 en fait. Pourquoi l'autrice n'a pas bougé jusqu'en 2020. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Euh, et elle vit à New York. Donc évidemment, ça m'a plu parce que ça se passe à New York et j'adore la vibe de New York. Et j'ai adoré du coup. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, elle est en 2014, elle est à New York et il y a un mec qui se souvient d'elle. Voilà, et du coup, il va y avoir toute cette histoire avec ce mec qui se souvient d'elle. Qui est hypersensible. Et à un moment donné, il y a une description de son hypersensibilité qui m'a fait chialer à mort parce que je m'y retrouvais énormément et que c'est absolument horrible. 4 pages où tu te retrouves dans la détresse du personnage, c'est absolument ignoble, mais ça m'a aidé à faire que j'adorais ce livre. Et voilà, il y a beaucoup de réflexions sur le souvenir, sur l'importance de se souvenir d'une personne, sur les relations. Il y a aussi toute une dimension sur comment l'art en fait permet de laisser une trace, même si en soi nous, dans 300 ans, personne ne se souviendra que j'existe, mais quelle trace on peut laisser grâce à l'art.
Et voilà, et j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment je le conseille. Alors je vous rassure, il n'existe pas qu'en relié, il existe en français aussi. Moi j'ai l'édition anniversaire que mon frère m'a offert pour mon anniversaire, qui est illustrée. Je vais vous montrer quand même, hein, qu'on en profite tous. Il y a des petits dessins. Voilà, bref, j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille. De toute façon, vous l'aurez compris, pour clôturer cette vidéo, globalement, je les conseille pour la plupart. Je suis désolée si cette vidéo, si ça ne fait pas de sens ou quoi. En ce moment, je suis fatiguée et là, j'ai clairement la tête qui tourne et mon corps qui... J'ai des fourmis partout dans le corps, etc. Donc, je n'arrive plus à suivre ce que je dis. Donc, je suis désolée si ce que j'ai dit dans la vidéo, il y avait des moments où ça n'avait aucun sens. J'espère quand même que j'ai réussi à faire des avis plutôt construits où vous avez à peu près compris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ce qui est des trigger warnings, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de trigger warnings dans les livres que j'ai lus et honnêtement je ne saurais pas m'en souvenir. Du coup je ne vais pas les mettre en description. D'habitude j'essaye de les mettre surtout quand c'est des livres avec vraiment des trigger warnings très très importants. Là j'arrive pas à penser à des très très gros trigger warnings. Du coup je suis désolée, je vais pas les mettre en description. Mais sachez que de toute façon maintenant, surtout là, la plupart sont des livres connus. Donc vous pouvez les retrouver sur internet normalement assez facilement. En y repensant, j'ai pensé à des gros trigger warnings, mais je vous conseille quand même de regarder sur internet sur The Invisible Life of Adilarou. C'est un trigger warning sur le suicide. Sur The Dead Romantics, il y a évidemment le thème de la mort, etc., qui est abordé. Et sur One Last Stop, il y a de l'homophobie qui est sous-entendue parce qu'il y a un personnage qui vient des années 70, etc. Et du coup, il y a beaucoup de discussions sur ce qui s'est passé pendant les années 70 à New York par rapport à l'homophobie, tout ça. Donc, il y a ça également. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des trigger warnings. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça a été le cas. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye!